Plongeons ensemble dans un voyage lointain, il y a des millions d'années, lorsque la Terre était gouvernée par des créatures extraordinaires, dont certaines atteignaient des tailles inimaginables. Cette époque fascinante, dominée par les dinosaures, s'étend principalement sur deux périodes clés, le Jurassique et le Crétacé. Ce sont ces ères géologiques, riches en transformations climatiques et géographiques, qui furent le théâtre de l'apparition et du développement des célèbres sauropodes, ces géants pacifiques qui ont marqué de leur empreinte indélébile le monde préhistorique. Le Jurassique, débutant il y a environ 201 millions d'années, pour se terminer vers 145 millions d'années avant notre ère, constitue un chapitre essentiel dans l'histoire de la vie sur Terre. Durant cette période, notre planète était structurée bien différemment. Le supercontinent unique, la Pangée, en cours de fragmentation, commençait à se fissurer, donnant naissance progressivement au continent que nous connaissons aujourd'hui. Cette dérive tectonique influençait les climats et les écosystèmes, créant des conditions favorables pour une biodiversité florissante. C'est dans ce contexte que les premiers sauropodes ont fait leur apparition, bien que leurs ancêtres aient commencé à émerger un peu plus tôt, à la fin du Trias. Le Jurassique moyen à supérieur vit une explosion de diversité parmi ces herbivores géants, qui connurent un véritable âge d'or. Les forêts denses, composées en grande partie de conifères, de fougères et de cicadales, fournissaient à ces colosses une abondance de nourriture végétale. Les sauropodes, caractérisés par leur taille immense, leurs longs coups et leurs queues impressionnantes, avaient une stratégie de vie unique. Capables d'atteindre des hauteurs vertigineuses avec leurs coups, ils pouvaient brouter le feuillage inaccessible à d'autres herbivores, exploitant ainsi une niche écologique peu concurrencée. Cette adaptation spectaculaire leur permit de prospérer dans les vastes plaines et forêts humides du Jurassique. En progressant vers la période du Crétacé, qui s'étend de 145 à environ 66 millions d'années avant notre ère, on assiste à un monde encore plus dynamique. La fragmentation continue des continents entraîna des changements climatiques importants, alternant entre zones arides et régions marécageuses. Ce bouleversement géographique ouvrit de nouvelles voies évolutives pour les sauropodes et d'autres habitants de la planète. Au Crétacé, les sauropodes évoluèrent pour s'adapter à ces nouveaux environnements. Leur diversification se manifesta par une augmentation du nombre d'espèces, certaines atteignant des dimensions exceptionnelles. À titre d'exemple, des géants comme Argentinosaurus, découverts en Amérique du Sud, incarnaient cette tendance à la gigantisme, évoquant des créatures dépassant souvent les 30 mètres de longueur et plusieurs dizaines de tonnes. Il est important de souligner que durant ces deux grandes périodes, les sauropodes partageaient leur univers avec une multitude d'autres formes de vie. Des prédateurs redoutables, comme les théropodes, coexistaient, formant un équilibre complexe dans les écosystèmes. Par ailleurs, les premières plantes à fleurs firent leur apparition au Crétacé, modifiant progressivement la végétation, ce qui influença à son tour les habitudes alimentaires des sauropodes. L'étude du Jurassique et du Crétacé nous offre une fenêtre privilégiée sur l'origine et l'essor de ces géants. Les fossiles retrouvés dans différentes parties du monde, des gisements en Amérique du Nord et du Sud, en Europe ou encore en Afrique, témoignent de leur présence massive et omniprésente. Ces traces fossiles soulignent l'importance écologique des sauropodes. Véritables ingénieurs des paysages, ils jouaient un rôle clé dans la structuration des environnements, impactant la régénération des forêts et le cycle des nutriments. Au fil de millions d'années, les sauropodes se sont adaptés à un monde en perpétuelle transformation, maîtrisant leur environnement par leur simple taille et leur mode de vie.
de la naissance des premiers géants au Jurassique à leur apogée au Crétacé, ils sont devenus une icône intemporelle du règne des dinosaures. Alors que nous terminons cette première étape de notre exploration, nous nous apprêtons à plonger plus profondément dans les origines des premiers sauropodes pour comprendre comment ces colosses ont évolué à partir de formes plus modestes. Ainsi, notre voyage dans le temps continue, à la découverte des premiers pas de ces titans dans un monde ancien, où ils allaient bientôt régner sans partage. Les premiers sauropodes représentent un chapitre fascinant de l'histoire de la vie sur Terre, marquant le début de la conquête des géants herbivores sur notre planète. Pour comprendre comment ces colosses ont vu le jour et évolué, il est essentiel de replonger profondément dans l'ère du Trias, juste avant le Jurassique, période où leurs ancêtres les plus anciens étaient encore modestes, en taille et en forme. C'est un lent mais impressionnant processus d'adaptation, d'expérimentation évolutive et de transformation qui aboutira aux dinosaures à long cou que nous connaissons bien. À la fin du Trias, il y a environ 230 millions d'années, la Terre était dominée par des reptiles relativement petits et à posture plus horizontale. Parmi eux, certains théropodes primitifs et des sauropodomorphes, ancêtres directs des sauropodes, commençaient à apparaître. Ces sauropodomorphes primitifs, parfois appelés prosauropodes dans certaines classifications, possédaient des corps plus élancés, des membres adaptés aussi bien à la course qu'à la marche, et n'étaient pas encore les géants pacifiques qu'ils deviendraient. Parmi ces ancêtres, des genres tels que Plateosaurus, vivant au Trias supérieur, affichent déjà certains traits fondamentaux: un long cou, des dents adaptées à un régime végétarien et un mode de vie essentiellement herbivore. Toutefois, ces premiers sauropodomorphes n'atteignaient pas encore la taille massive qui deviendra caractéristique des sauropodes. Leur stature moyenne était plutôt celle d'un grand animal terrestre d'une dizaine de mètres, à peine comparable à leurs descendants jurassiques. L'apparition véritable des sauropodes, le groupe formel caractérisé par des membres robustes en forme de piliers et un cou extraordinairement long, se produit au début du Jurassique, il y a environ 200 millions d'années. Ces premiers sauropodes, comme Vulcanodon découvert en Afrique, étaient encore de dimension modérée, mais ils présentaient déjà le squelette massif et la tête petite typique du groupe. Leurs membres massifs marquaient une adaptation à supporter un poids de plus en plus grand, signe de leur future évolution vers des tailles colossales. L'évolution des sauropodes s'accompagna aussi d'une série d'adaptations, leur permettant d'exploiter pleinement leur environnement. La transformation progressive des membres en piliers solides est capitale. Elle permit d'éviter la fatigue musculaire excessive liée à un corps immense et assura une locomotion plus efficace. Leur crâne s'est réduit, délaissant la puissance masticatoire au profit d'une ingestion rapide de grandes quantités de végétaux, tandis que leurs longues vertèbres cervicales offrent une surface d'attaque végétale inégalée. Très vite, les sauropodes colonisèrent une variété d'habitats, allant des plaines alluviales aux régions forestières. Leur succès évolutif est lié à leur taille grandissante, une réponse à la prédation intense exercée par des carnivores comme les théropodes. Plus ils grandissaient, plus ils devenaient difficiles à attaquer, et cette course à la taille a poussé certains à atteindre des dimensions hors normes. À mesure que les millions d'années passèrent, les lignées de sauropodes se diversifièrent. Des familles célèbres comme les Diplodocidae, caractérisées par un corps extrêmement allongé et une queue fouet, ou les Camarasauridae, avec des coups plus courts et massifs, apparurent. Ces évolutions témoignent de la capacité remarquable des sauropodes à exploiter différentes niches écologiques. Par exemple, les différences de forme de dents et de taille signifiaient que plusieurs espèces
pouvaient coexister sans compétition directe pour la nourriture. Les premières traces de comportement social chez les sauropodes semblent aussi émerger. Des fossiles regroupés, des squelettes découverts en troupeaux suggèrent que ces géants se déplaçaient parfois en groupe, ce qui pourrait avoir conféré une meilleure protection contre les prédateurs et facilité la recherche de nourriture sur de grandes distances. L'émergence des plus grands sauropodes survint donc au cours du Jurassique et du Crétacé, fruit de millions d'années d'évolution graduelle et d'adaptation spécifique. Ces premiers titans allaient ouvrir la voie à une série de géants encore plus impressionnants, culminant dans des espèces aussi emblématiques que le Brachiosaurus ou l'Argentinosaurus. En comprenant cette origine progressive, nous saisissons mieux à quel point la montée en puissance des sauropodes est le résultat d'un long tâtonnement évolutif, conjuguant changements anatomiques, écologiques et comportementaux. Chaque étape forgea leur grandeur, les préparant à régner sur les vastes terres du Jurassique et du Crétacé. Alors que cette immersion dans l'apparition des premiers titans touche à sa fin, notre exploration continuera avec un regard plus détaillé sur l'anatomie fascinante de ces géants, analysant comment leurs squelettes exceptionnels et leurs particularités morphologiques leur ont permis de devenir les plus grands animaux terrestres que la planète ait jamais connus. Au cœur de la grandeur des sauropodes se trouve une extraordinaire architecture anatomique, merveilleusement adaptée à la vie de colosses sur Terre. Pour saisir pleinement la magnificence de ces géants, il est indispensable de plonger dans la description minutieuse de leur squelette, de leur taille impressionnante et des particularités morphologiques qui les distinguent des autres dinosaures, voire de la plupart des êtres vivants terrestres, passés ou présents. Tout d'abord, abordons la structure osseuse qui compose le squelette des sauropodes. Leur ossature, loin d'être simplement massive et lourde, est un chef-d'œuvre d'alchimie biologique. Elle combine robustesse et légèreté. En effet, leurs os longilignes, notamment ceux des membres, contiennent de nombreuses cavités et systèmes de cavités pneumatiques, c'est-à-dire des espaces creusés et allégés, reliés à des sacs aériens. Ces adaptations permettent de réduire le poids global du squelette, une nécessité pour soutenir un corps qui, dans certains cas, pouvait peser plusieurs dizaines de tonnes. Ce réseau de fosses pneumatiques n'est pas sans rappeler celui que l'on trouve chez les oiseaux modernes, ces derniers étant aujourd'hui les descendants directs des dinosaures théropodes. Le crâne des sauropodes, relativement petit par rapport à leur taille totale, présente aussi des particularités fascinantes. Sa légèreté est accentuée par une forme allongée et étroite, avec des mâchoires garnies de dents, conçues pour couper plutôt que mâcher longuement. Contrairement à certains dinosaures carnivores, les sauropodes ne mâchaient pas beaucoup. Ils ingéraient rapidement de grandes quantités de végétation qu'ils broyaient ensuite à l'intérieur de leur système digestif, probablement aidés par des gastrolites, des pierres ingérées servant à broyer la nourriture dans l'estomac. Le cou, sans doute l'un des attributs les plus emblématiques, constitue une prouesse anatomique à part entière. Il pouvait compter jusqu'à une trentaine de vertèbres, ce qui est un record chez les animaux terrestres. Ces vertèbres cervicales étaient souvent allongées et creuses, avec de robustes épines neurales, s'intégrant dans un système qui, tout en maintenant la force nécessaire, offrait une incroyable flexibilité. Le cou permettait aux sauropodes non seulement d'explorer un volume de végétation considérable, mais aussi de surveiller les environs, une capacité précieuse face aux prédateurs. La technique de contrepoids avec la queue, longue et musclée, aidait à équilibrer ce long cou devant le corps massif. En ce qui concerne les membres, leur poids et leur disposition sont déterminants. Les pattes avant vivent une transformation progressive
vers une forme verticale et robuste, semblable à la colonne d'un pilier. Cette posture soutenait le poids immense du corps et favorisait une locomotion stable mais lente. Les os longs et épais des jambes, en particulier le fémur et l'humérus, témoignent de cette adaptation à porter de lourdes charges. À l'arrière, les membres étaient également robustes et fournis, avec des pieds adaptés à un terrain parfois boueux, répartissant la pression du poids sur une grande surface pour éviter l'enfoncement. L'ensemble du corps comprenait aussi une immense cage thoracique, protégeant un système respiratoire efficace et de puissants muscles. Ceux-ci étaient indispensables pour actionner non seulement la respiration, mais aussi la locomotion de ces énormes quadrupèdes. Leur grosseur massive nécessitait un système cardiovasculaire robuste, supposé inclure un cœur volumineux et une pression sanguine élevée, afin d'assurer la circulation du sang jusqu'au cerveau perché au sommet du cou. La queue, prolongement naturel et impressionnant, jouait plusieurs rôles. Elle pouvait mesurer parfois autant que le corps avant le cou, allongeant le centre de gravité et participant à l'équilibre de l'animal. Certaines hypothèses suggèrent qu'elle pouvait servir de moyen de défense, pouvant être fouettée avec force contre d'éventuels ennemis, ou encore comme outil de communication grâce à des vibrations transmises à travers le sol. Au-delà de la simple taille, la morphologie des sauropodes révèle l'équilibre subtil qui devait exister entre force, souplesse et économie d'énergie. Contrairement à une image trop simpliste d'animaux maladroits, leurs squelettes témoignent au contraire d'une mécanique fine, une adaptation parfaite à leur mode de vie et à leur environnement. Cette sophistication explique leur succès et leur long règne sur des millions d'années. Pour quantifier leur envergure, certains sauropodes dépassaient les 30 mètres de longueur, avec des poids estimés parfois entre 40 et 70 tonnes, ce qui les place parmi les plus grands animaux terrestres ayant jamais existé. Le Diplodocus, par exemple, atteignait des tailles impressionnantes sans pour autant atteindre le poids des titans plus massifs, comme Argentinosaurus. Leur taille gigantesque était non seulement une protection contre les prédateurs, mais aussi une stratégie pour accéder à la végétation haute et piloter leur environnement comme de véritables seigneurs préhistoriques. Enfin, il convient de souligner que, bien que d'un premier coup d'œil leur morphologie puisse sembler brute, cette combinaison d'éléments, squelette allégé, cou allongé et flexible, membres robustes, queue multifonction, fait du sauropode un chef-d'œuvre de l'évolution. Chaque os, chaque articulation raconte une histoire de millions d'années d'adaptation soigneusement orchestrée. Alors que nous avons parcouru avec attention cette vaste anatomie, le prochain chapitre de notre exploration nous invite à lever le voile sur le mystère le plus fascinant des sauropodes, le secret de leur long cou, ses fonctions précises et les curiosités qu'ils dissimulent. Ce symbole même de leur grandeur recèle plus de réponses et d'énigmes que l'on pourrait imaginer. Le long cou des sauropodes est sans doute l'un des traits les plus emblématiques et fascinants de ces animaux préhistoriques. Une véritable prouesse anatomique qui intrigue les paléontologues depuis des décennies. Ce cou, démesurément étiré, est loin d'être un simple ornement. Il recèle plusieurs fonctions déterminantes dans la vie et la survie de ces géants, et soulève encore aujourd'hui de nombreuses questions sur son rôle précis et son mode de fonctionnement. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que le cou des sauropodes pouvait atteindre des longueurs impressionnantes, parfois plus de 10 mètres chez certaines espèces, comme le célèbre Mamenchisaurus ou le Brachiosaurus. Cette longueur extrême est due à un nombre exceptionnel de vertèbres cervicales, qui chez les sauropodes pouvaient dépasser la trentaine, alors que chez la majorité des autres tétrapodes, elles sont beaucoup moins nombreuses. Mais au-delà de leur quantité,
Ces vertèbres étaient aussi spécifiquement adaptées, longues, allégées, remplies d'espace aérien pneumatique. Elles permettaient à ce long cou d'être à la fois robuste et léger, facilitant ainsi sa manipulation. Une question immédiate vient à l'esprit. À quoi servait ce long cou? La réponse la plus évidente est qu'il servait à atteindre des sources de nourriture inaccessibles à d'autres herbivores. Avec ce cou, les sauropodes pouvaient brouter les feuilles des arbres les plus hauts, exploitant ainsi une niche écologique très spécifique. Alors qu'ils étaient généralement des vétérans de la végétation arbustive et terrestre, ce cou leur permettait aussi d'éviter la compétition alimentaire avec d'autres herbivores moins bien équipés. En se nourrissant du feuillage élevé, ils dominaient littéralement la cime des forêts du Jurassique et du Crétacé. Mais cette longueur exceptionnelle présentait aussi des défis mécaniques considérables. Les scientifiques se sont longtemps interrogés sur la capacité des sauropodes à maintenir et à mouvoir un tel appendice. Des études récentes basées sur la modélisation en 3D et la compréhension de la physiologie osseuse et musculaire indiquent que le cou était soutenu par un véritable système de poulies et de ligaments élastiques. Ces structures pouvaient stocker et libérer de l'énergie, réduisant considérablement l'effort musculaire nécessaire pour lever ou tourner leur cou. Ces adaptations étaient indispensables pour éviter la fatigue chronique et pour permettre un mouvement fluide et efficace de ce membre aussi long qu'imposant. En plus de sa fonction alimentaire, le cou des sauropodes pouvait avoir un rôle stratégique dans la vigilance. En élevant leur tête bien au-dessus du sol, ces géants pouvaient surveiller un vaste périmètre, détectant plus rapidement l'approche éventuelle de prédateurs tels que les théropodes. Cette hauteur acquise offrait un véritable avantage de survie dans un monde dangereux où la prudence était essentielle. Sur un plan plus comportemental, certains chercheurs suggèrent que le cou pouvait également servir à la communication ou à des démonstrations visuelles, notamment à travers des postures ou des mouvements spécifiques pendant des interactions sociales, des combats territoriaux ou des rituels de séduction. La souplesse et l'amplitude des mouvements du cou laissent penser que ces animaux étaient capables de gestes subtils, ce qui confirme des comportements sociaux complexes chez les sauropodes. Un autre aspect étonnant concerne la circulation sanguine jusqu'au cerveau perché au sommet du cou. Comment un cœur pouvait-il pomper le sang avec une pression suffisante à plusieurs mètres au-dessus du sol? La communauté scientifique évoque l'existence d'un système cardiovasculaire sophistiqué, peut-être avec plusieurs cœurs auxiliaires ou des valves spécifiques dans les artères, pour maintenir une circulation efficace. Cette question reste encore largement discutée et évoque le mystère de l'adaptation physiologique à ces tailles extrêmes. Enfin, on note chez certaines espèces de sauropodes des variations significatives dans la forme et la longueur du cou, ce qui souligne la diversité évolutive de ce groupe. Par exemple, le Brachiosaurus possédait un cou très vertical, ce qui indique une spécialisation pour brouter en hauteur, tandis que le Diplodocus présentait un cou plus horizontal, élargissant ainsi son champ d'alimentation au ras du sol ou dans des zones plus étendues. Ainsi, le long cou des sauropodes n'est pas seulement une caractéristique spectaculaire par sa taille, mais un véritable concentré d'adaptations évolutives complexes. Il représente un compromis parfait entre robustesse et légèreté, entre force et flexibilité, qui a durablement marqué leur réussite écologique. Nous venons à peine d'effleurer la complexité et le mystère de ce prodige anatomique. Dans le prochain chapitre, nous poursuivrons notre découverte en explorant les modes de déplacement de ces géants, pour comprendre comment des corps aussi énormes pouvaient parcourir les vastes paysages du Jurassique et du Crétacé. Comment ces colosses géraient-ils leurs mouvements? C'est ce que nous allons dévoiler. Les sauropodes
Ces impressionnants géants du passé fascinent non seulement par leur taille, mais aussi par leur manière de se mouvoir dans un monde ancien et complexe. Comprendre comment ces immenses créatures, souvent considérées comme lentes à cause de leur gigantesque stature, parvenaient à se déplacer sur des distances parfois considérables, soulève des questions palpitantes sur leur physiologie, leur capacité locomotrice et leurs comportements sociaux. Cette exploration nous transporte dans leur univers, où la précision de leurs mouvements et leur adaptation à l'environnement étaient essentielles à leur survie. Pour commencer, il est important de ne pas imaginer les sauropodes comme de lourds monstres pâteaux. Bien que leur masse puisse être colossale, certains dépassant les 50 tonnes, leur squelette et leur musculature étaient remarquablement adaptés pour supporter ce poids en toute sécurité. Leurs membres robustes, en forme de piliers, portaient le corps verticalement, tandis que leurs pieds élargis répartissaient efficacement la pression au sol, évitant ainsi qu'ils ne s'enfoncent dans des terrains mous ou marécageux. Les études paléontologiques et les méthodes modernes, telles que la modélisation informatique et l'analyse biomécanique, nous permettent de mieux comprendre leur allure et leur vitesse de déplacement. Ces analyses suggèrent que les sauropodes étaient capables de se déplacer à une allure modérée, semblable à une marche lente à moyenne, estimée autour de 4 à 5 km/h, avec des variations selon les espèces et la taille. Cette vitesse, à première vue modeste, était tout à fait adaptée à leur mode de vie herbivore, où la majorité du temps était consacrée à l'alimentation, en marchant lentement à travers les forêts et plaines. Un point fascinant concernant leur locomotion est la position verticale et semi-verticale de leurs membres, un trait qui diffère de celui des reptiles modernes. En alignant leurs pattes directement sous le corps, comme des piliers, ils pouvaient réduire la contrainte mécanique liée à leur poids énorme. Cette adaptation est une clé qui explique leur capacité à soutenir et déplacer ces masses imposantes sans s'effondrer ni se blesser. Les empreintes fossiles, parfois découvertes en groupes compacts, indiquent que les sauropodes pouvaient marcher en troupeau. Cela implique non seulement un déplacement collectif, mais aussi une organisation potentielle qui aurait pu favoriser leur déplacement sur de longues distances, dans le but de suivre les saisons ou les ressources alimentaires. Ces migrations, bien que lentes, en comparaison avec celles des animaux modernes, avaient une importance capitale pour maintenir la survie des populations dans des environnements changeants. La longueur extrême de leur cou et de leur queue jouait aussi un rôle dans leur équilibre pendant la marche. Le cou, porté souvent en position horizontale ou légèrement incurvé, aidait à contrebalancer la masse imposante de leur corps, tandis que la queue agissait comme un contrepoids puissant. Cette dynamique stabilisait leur centre de gravité, leur permettant d'effectuer des mouvements fluides et efficaces, évitant les basculements qui auraient pu être catastrophiques. Il est intéressant aussi de noter que certaines espèces de sauropodes montraient des adaptations légèrement différentes dans leur mobilité. Par exemple, le Brachiosaurus possédait des membres antérieurs plus longs que les postérieurs, ce qui induisait une posture un peu inclinée vers l'avant, favorisant probablement la hauteur pour brouter les feuilles d'arbres très élevées et influant sur sa manière de se déplacer. Cette variété témoigne d'une richesse évolutive axée sur l'optimisation des déplacements en fonction des niches écologiques occupées. Concernant les rythmes migratoires, bien que les preuves directes soient rares, les paléontologues estiment que certains sauropodes pouvaient parcourir plusieurs kilomètres pour trouver de la nourriture ou des zones de reproduction adaptées. Leur énergie, bien que massive en besoin, était compensée par leur démarche économique et un métabolisme probablement adapté à ce type de mobilité durable. De plus, ce déplacement collectif en troupeau peut aussi avoir été une réponse à la prédation.
marcher en groupe géant offrait une protection contre les prédateurs tels que les théropodes, en rendant l'attaque d'un individu plus difficile. Cette stratégie combinait mobilité, sécurité et opportunité de reproduction, formant une véritable dynamique sociale au sein de ces colosses. Les conditions des terrains qu'ils arpentaient influençaient également leur manière de se mouvoir. Dans des sols plus durs, leur poids était bien supporté, mais en terrains humides ou boueux, leur large surface plantaire s'assurait qu'ils ne s'embourbent pas. Leur foulée, souvent régulière et symétrique, reflète une adaptation fine à ces défis écologiques. Enfin, les découvertes récentes en paléoichnologie, l'étude des empreintes fossiles, ont permis d'observer les variations potentielles entre différentes espèces, en taille de pas, vitesse de marche et profondeur d'empreinte. Ces éléments ouvrent la voie à une meilleure compréhension de leur déplacement, enrichissant l'image que nous avons de ces géants en mouvement sur une terre ancienne et vibrante. En somme, loin de toute image simpliste, les sauropodes étaient des marcheurs adaptés, capables de parcourir leur territoire de manière efficace, malgré leur masse inouïe. Leur locomotion repose sur un équilibre délicat entre robustesse, économie d'énergie et organisation sociale. Une réussite évolutive impressionnante. À présent, alors que nous avons perçu l'essence même de leur déplacement, notre voyage nous amène à approfondir leur relation avec la nourriture. Nous découvrirons comment ces géants, grâce à leur anatomie et leur comportement, recherchaient et consommaient d'immenses quantités de végétaux, assurant ainsi leur survie dans un monde riche mais exigeant. L'alimentation des sauropodes est un sujet qui fascine autant qu'il intrigue, tant leur taille gigantesque exigeait une quantité phénoménale de nourriture pour assurer leur survie au quotidien. Ces colosses au long cou ont développé, au fil de millions d'années, des stratégies alimentaires uniques adaptées à leur physiologie et à leur environnement, évoluant avec les changements écologiques du Jurassique et du Crétacé. Pour commencer, il est important de préciser que les sauropodes étaient des herbivores stricts. Leur régime alimentaire se composait essentiellement de végétaux. Mais les particularités exactes de ce régime ont fait l'objet de nombreuses études et hypothèses. Contrairement à certains herbivores actuels qui mastiquent longuement leur nourriture, les sauropodes avalaient probablement rapidement de grandes quantités de feuilles et de branches, sans beaucoup de mastication préalable. Leur dentition, souvent réduite à des dents en forme de cuillère, de spatule ou de peigne, était adaptée à récolter le feuillage plutôt qu'à le broyer finement. Ce mode de consommation impliquait un transit rapide des aliments dans le système digestif, où se déroulait la fermentation nécessaire à la dégradation de la cellulose, la principale composante des végétaux. Le long cou des sauropodes leur donnait un avantage indéniable. Ils pouvaient accéder à une vaste gamme de végétation, des feuillages les plus bas au sol jusqu'aux hauteurs des arbres les plus imposants. Cette capacité à atteindre des zones inaccessibles à d'autres herbivores réduisait la compétition alimentaire et leur permettait de prospérer en exploitant une niche écologique unique. Les sauropodes consommaient probablement une grande diversité de plantes, allant des fougères géantes, des prêles, des gymnospermes comme les conifères, ainsi que des cicadales et des gingoales. Les premières plantes à fleurs apparaissant au Crétacé supérieur, certains sauropodes ont pu intégrer ces nouvelles ressources dans leur régime alimentaire, bien que la majorité de leur alimentation se soit centrée sur les végétaux ligneux et feuillus. Un autre élément crucial dans cette quête alimentaire est la présence supposée de gastrolites, ces pierres ingénument ingérées par certains sauropodes et retrouvées dans leurs fossiles. Ces gastrolites auraient servi de meule, broyant mécaniquement la nourriture dans le système digestif, un rôle semblable à celui joué par les molaires chez d'autres animaux. Cette adaptation compensait
le manque de mastication buccale approfondie. Au-delà de la quantité nutritive, la sélection des plantes pouvait aussi être guidée par leur valeur énergétique et leur digestibilité. Les sauropodes devaient effectivement maximiser leur apport tout en limitant les efforts digestifs, compte tenu de leur gigantesque taille et des besoins énergétiques colossaux. Les récents travaux en paléobiologie suggèrent que certains sauropodes alternaient entre différents types de végétaux en fonction des saisons, assurant ainsi une alimentation équilibrée. Par ailleurs, l'importante capacité pulmonaire et le système de sac aérien auraient aussi contribué à un métabolisme efficace, optimisant la digestion et l'assimilation des nutriments. Cette organisation physiologique jouait un rôle dans l'énergie disponible pour la recherche et la consommation de nourriture sur de grandes étendues. Il est également intéressant de noter que l'alimentation des sauropodes avait un impact direct sur leur environnement, à travers un rôle écologique de jardinier des forêts. En se nourrissant des plantes, ils favorisaient la régulation de la végétation, empêchant certains arbres de trop dominer et ouvrant des clairières qui permettaient à d'autres espèces de s'installer. Cette interaction dynamique illustre un écosystème où sauropodes, plantes et autres animaux évoluaient en étroite dépendance. Les sauropodes devaient passer une grande partie de leur journée à se nourrir pour subvenir à leurs besoins gargantuesques, ce qui suggère un rythme de vie lent et continu. Leur mobilité relativement restreinte influençait donc fortement leur mode de recherche alimentaire. Plutôt que de courir après la nourriture, ils se déplaçaient lentement, explorant méthodiquement leur territoire. Les adaptations morphologiques, comme le long cou, la petite tête et la mâchoire spécialisée, témoignent parfaitement de l'assimilation de ce régime spécifique. Tous ces éléments traduisent une parfaite harmonie entre leur anatomie et leur alimentation. Ainsi, la quête alimentaire des sauropodes illustre un des mystères majeurs de leur écologie. Comment soutenir une masse aussi colossale en consommant uniquement des végétaux? Cette stratification entre capacité physique et exigence nutritionnelle montre la réussite remarquable de ces géants dans un monde où la compétition pour les ressources était féroce. À mesure que nous avançons dans notre exploration, la prochaine étape nous fera découvrir plus en détail les écosystèmes anciens dans lesquels ces titans vivaient et leur place essentielle dans ce fragile équilibre naturel. Cette immersion permettra de mieux comprendre leur rôle écologique et l'interdépendance de leur environnement. Dans les entrailles de l'histoire de la Terre, aux époques du Jurassique et du Crétacé, les sauropodes occupaient une place prépondérante au sein des écosystèmes anciens, un rôle bien plus complexe que celui d'immenses consommateurs de végétaux. Ces géants, véritables piliers vivants de leurs habitats, façonnaient de manière déterminante la dynamique biologique et écologique des paysages dans lesquels ils évoluaient. Pour comprendre leur impact, il convient d'explorer en détail la structure des biotopes qui les accueillaient, ainsi que les interactions multiples qui les liaient à leurs compagnons de l'époque. Les écosystèmes du Jurassique et du Crétacé étaient des univers vastes et variés, composés principalement de forêts denses, de plaines verdoyantes, de marécages et de rivières sinueuses. La végétation dominée par des conifères, des cicadales, des fougères géantes et, au Crétacé, émergence progressive des plantes à fleurs, constituait la base alimentaire et structurante de ces habitats. Dans ce cadre, les sauropodes occupaient la niche d'herbivores géants, capables d'exploiter un volume de ressources hors de portée d'autres groupes d'animaux. Par leur taille colossale, les sauropodes modifiaient profondément leur environnement. Leur consommation massive de végétation aidait à réguler la composition florale, empêchant certaines espèces de dominer et favorisant la diversité en créant des ouvertures dans la canopée.
Ces clairières, résultant de leur alimentation au sommet des arbres et des arbustes, permettaient à d'autres plantes de s'épanouir, stimulant ainsi une mosaïque végétale dynamique. Cette influence écologique ne s'arrêtait pas à la végétation. Les sauropodes, en se déplaçant, piétinaient le sol et modifiaient sa structure, facilitant la dispersion des graines et la croissance de nouvelles plantes. Par ailleurs, leurs excréments fertilisaient également le sol en apportant des nutriments essentiels, à l'image des grands herbivores modernes. Ainsi, ils jouaient un rôle crucial d'ingénieurs écosystémiques, indispensable à l'équilibre des paysages anciens. La coexistence des sauropodes avec d'autres dinosaures, herbivores ou carnivores, ajoutait une complexité supplémentaire aux écosystèmes. Tandis que les théropodes, comme Allosaurus ou Tyrannosaurus, représentaient la menace carnivore majeure, les sauropodes utilisaient leur taille, leur force et parfois leur vie en troupeau pour se défendre. Leur présence influençait donc directement la dynamique des populations de prédateurs et de concurrents, structurant les réseaux trophiques de manière équilibrée. Les sauropodes eux-mêmes montrent une grande diversité au sein de ces écosystèmes, occupant différentes niches écologiques. Certains, comme les diplodocus, étaient adaptés à brouter les feuillages proches du sol par un cou tenu horizontalement, tandis que d'autres, tels le Brachiosaurus, profitaient d'un cou plus vertical pour accéder aux plus hautes branches. Cette partition des habitats et des ressources permit à différentes espèces de coexister sans entrer en compétition directe, maximisant ainsi la richesse et la stabilité écologique. Les traces fossiles, notamment les pistes groupées, suggèrent aussi que certains sauropodes se déplaçaient en troupeau, renforçant leur rôle social et écologique. Ces déplacements collectifs auraient facilité la régénération de l'environnement en assurant une exploitation spatiale plus effective des ressources. De plus, la présence en groupe renforçait la défense collective face aux prédateurs, participait à la maintenance des réseaux migratoires et influençait la répartition spatiale des animaux dans leur biotope. La relation des sauropodes avec leur environnement dépassait donc le simple partage du territoire. Ils étaient au cœur d'un écosystème élaboré et dynamique, où chaque espèce, chaque interaction, contribuait à un équilibre fragile, mais durable. Leur disparition à la fin du Crétacé a ainsi laissé un vide considérable, enclenchant des changements profonds dans ces anciens biotopes. En somme, l'étude des écosystèmes anciens révèle que les sauropodes n'étaient pas seulement des géants solitaires, mais des acteurs majeurs d'un monde complexe où leur taille, leur comportement et leur alimentation redessinaient le paysage naturel. Leur place dans ces biotopes témoigne de leur importance écologique, sociale et évolutive, faisant d'eux des piliers incontournables de la vie terrestre à cette période. Alors que nous avons dévoilé la toile de fond écologique des sauropodes, notre voyage nous conduira bientôt à rencontrer leurs plus célèbres représentants. Ces noms qui résonnent encore dans l'imaginaire collectif et scientifique: Brachiosaurus, Diplodocus et Argentinosaurus. Ensemble, ces figures emblématiques illustreront le summum de cette histoire titanesque. Plongeons maintenant dans le monde fascinant des sauropodes célèbres, ces géants qui, par leur taille, leur morphologie ou leur histoire, ont marqué l'imaginaire collectif ainsi que la science paléontologique. 3 d'entre eux, en particulier, se distinguent comme des emblèmes: le Brachiosaurus, le Diplodocus et l'Argentinosaurus. Chacun porte en lui une histoire unique, illustrant la diversité et la grandeur des sauropodes au fil du temps. Commençons par le Brachiosaurus, souvent perçu comme le symbole même des dinosaures au long cou. Vivant durant le Jurassique supérieur, il est caractérisé par une silhouette immédiatement reconnaissable.
un cou très long porté haut, bien plus vertical que celui de ses cousins, et des membres antérieurs exceptionnellement longs, plus que ses membres postérieurs. Cette configuration rare lui donnait une posture inclinée vers l'avant, comme s'il scrutait toujours l'horizon ou tentait d'atteindre les feuillages d'arbres géants, tels que les conifères qui dominaient les paysages de son époque. Le Brachiosaurus pouvait atteindre jusqu'à 25 mètres de longueur et peser environ 30 à 40 tonnes. Cette adaptation morphologique lui permettait d'exploiter efficacement la végétation située à des hauteurs inaccessibles à d'autres herbivores terrestres. Ce qui fascine aussi avec le Brachiosaurus, c'est la sophistication de son squelette creux, qui lui assurait légèreté malgré sa masse. Un avantage certain pour déplacer un cou aussi long et lourd. Par ailleurs, sa posture particulière implique un système cardiovasculaire hors du commun pour assurer la circulation sanguine jusqu'à sa tête perchée. Passons ensuite au Diplodocus, un autre titan du Jurassique supérieur, qui se distingue nettement par une morphologie allongée et élancée, presque serpentine. Le Diplodocus présente un cou long, mais tenu plutôt horizontal, une queue extraordinairement longue et fine, presque comme un fouet, capable peut-être d'émettre des sons ou d'être utilisé en défense. Ce sauropode pouvait atteindre facilement 27 mètres de longueur et peser autour de 15 tonnes, ce qui, bien qu'impressionnant, reste moins massif que certains autres sauropodes. Ce cou permettait au Diplodocus de brouter sur de vastes étendues sans bouger beaucoup le corps, une économie d'énergie précieuse pour un animal aussi grand. Le Diplodocus est aussi renommé pour ses dents en forme de baguette, adaptées à arracher les feuilles, mais peu à mâcher. Cette dentition atteste d'un régime alimentaire spécifique et d'un comportement alimentaire très rapide, où les plantes étaient avalées puis broyées dans le système digestif. Son corps longiligne et sa queue constituent en outre un emblème de l'adaptabilité et de la diversité anatomique au sein des sauropodes. Enfin, l'Argentinosaurus, véritable mastodonte du Crétacé, illustre la quête ultime des sauropodes vers la gigantisme extrême. Découvert en Amérique du Sud, cet animal domine un chapitre à part dans l'histoire des plus grands êtres terrestres. Bien que les fossiles soient fragmentaires, les estimations basées sur les os découverts suggèrent que l'Argentinosaurus pouvait dépasser les 30 mètres de longueur et peser jusqu'à 70 tonnes, ce qui en fait probablement le plus grand dinosaure connu à ce jour. Avec son corps massif, son cou et sa queue proportionnelle, l'Argentinosaurus incarnait l'extrême dans sa catégorie. Ses dimensions colossales représentaient un avantage certain face aux prédateurs, mais posaient aussi des défis physiologiques immenses, notamment en termes de locomotion, d'approvisionnement en nourriture et de maintien de la température corporelle. Le formidable gabarit de l'Argentinosaurus illustre la capacité exceptionnelle des sauropodes à évoluer vers des tailles inimaginables, tout en maintenant une vie fonctionnelle et réussie durant des millions d'années. Ces trois géants ne sont qu'un échantillon représentatif de la diversité prodigieuse des sauropodes, qui ont su s'adapter à des niches écologiques très variées. Leur évolution démontre aussi la plasticité du plan corporel des sauropodes. Qu'il s'agisse d'un cou porté haut ou plutôt horizontal, d'une taille extrême ou d'une silhouette plus élancée, c'est une même famille, aux nombreuses solutions pour survivre et prospérer. À travers l'étude de ces emblématiques, nous comprenons mieux comment ces colosses vivaient, se nourrissaient, se déplaçaient et interagissaient avec leur environnement. Leur histoire continue d'inspirer chercheurs, artistes et passionnés, témoignant de la grandeur et du mystère qui entourent encore ces géants disparus. Dans le chapitre suivant, nous plongerons au cœur des fouilles et expéditions
qui ont permis de révéler ces créatures majestueuses, découvrant les récits parfois épiques des paléontologues derrière ces découvertes. Les sauropodes, ces géants aux proportions gigantesques, ne sont pas seulement nés de l'imagination ou des contes ancestraux. Ils ont été révélés à l'humanité grâce à des découvertes paléontologiques majeures, issues de fouilles attentives et d'expéditions parfois périlleuses. L'histoire des sauropodes est intimement liée à celle des explorateurs, des scientifiques passionnés et des aventuriers déterminés qui, au fil du temps, ont exhumé les ossements de ces créatures monumentales et ainsi contribué à façonner notre connaissance du passé lointain. Plongeons dans le récit fascinant de ces découvertes qui ont bouleversé notre compréhension de la préhistoire. L'ère des grandes découvertes commence véritablement au XIXe siècle, une époque cruciale où la paléontologie s'affirme comme une discipline scientifique. Au début, les fossiles de dinosaures étaient souvent confondus avec ceux d'autres reptiles ou trouvés par hasard, sans réelle compréhension de leur importance. Cependant, certains pionniers européens, comme Richard Owen, qui inventa le terme « dinosaure » en 1842, commencèrent à reconnaître la singularité de ces ossements. La découverte du premier squelette quasiment complet d'un sauropode, l'Ichthyosaurus et d'autres dinosaures, ouvrit la voie à une compréhension plus fine. Mais c'est dans les grandes plaines d'Amérique du Nord que les expéditions américaines et britanniques du Bone Wars à la fin du XIXe siècle firent avancer accélérément la connaissance des sauropodes. Des noms tels que Marsh et Cope, rivaux acharnés, rivalisèrent pour déterrer et décrire des squelettes complets, des fossiles aux dimensions impressionnantes comme celles d'Apatosaurus ou de Diplodocus. Ces fouilles exigeaient beaucoup de courage et de ressources. Des équipes entières s'armaient de pelles, de pics, mais aussi de dynamite, pour extraire des os des formations rocheuses, parfois très dures. Les ossements étaient ensuite méthodiquement transportés vers des musées où des paléontologues en dégrossissaient chaque détail. Ces expéditions posaient aussi le défi logistique de préserver ces fragments souvent très endommagés, en les protégeant avec des enduits comme le plâtre, pour leur acheminement. En parallèle, en Europe, d'autres découvertes majeures étaient faites, notamment en Allemagne, avec le Brachiosaurus découvert en 1900 dans les vastes lits de la formation de Tendaguru en Tanzanie, alors colonie allemande. Ces fossiles ajoutèrent une dimension internationale aux études des sauropodes, montrant à quel point leur règne avait été mondial. Plus récemment, en Amérique du Sud, vers la fin du XXe siècle, des expéditions dans les vastes étendues de Patagonie ont révélé l'Argentinosaurus, un monstre encore plus colossal qu'on ne pouvait imaginer. Découvert presque par hasard, cet animal a représenté un nouveau summum dans la taille des sauropodes et suscita une frénésie d'études et de débats scientifiques pour comprendre comment un tel géant pouvait exister. Les fouilles n'ont pas seulement donné lieu à la découverte de squelettes, elles ont aussi permis de mettre au jour des empreintes, des œufs fossilisés, des traces de pas, offrant un aperçu unique sur le comportement, la reproduction et la vie sociale des sauropodes. Ces découvertes triangulaires permettent aujourd'hui aux chercheurs de reconstituer leur quotidien et leur écosystème avec une précision sans précédent. Au fil des décennies, la technologie a révolutionné l'approche scientifique. L'imagerie 3D, la tomographie et les analyses isotopiques enrichissent sans cesse les données extraites des fossiles. Grâce à ces outils modernes, les anciennes découvertes retrouvent une nouvelle vie, dévoilant des secrets insoupçonnés sur la croissance, la santé et même le métabolisme de ces géants disparus. L'histoire des découvertes des sauropodes est donc celle d'une aventure humaine, scientifique et parfois même héroïque. Elle illustre la persévérance des chercheurs face aux difficultés du terrain
L'ingéniosité employée pour préserver et analyser ces vestiges fossiles et la passion qui anime depuis des générations ceux qui cherchent à comprendre ces mystérieux géants. Alors que nous venons de parcourir les grandes étapes de ces expéditions, notre voyage se poursuivra maintenant par l'exploration de la croissance extraordinaire des sauropodes, du passage fragile du bébé à l'adulte colossal, dévoilant ainsi les secrets de leur développement titanesque. L'incroyable parcours des sauropodes, du fragile bébé à l'adulte colossal, demeure l'un des mystères les plus fascinants de la paléontologie. Comprendre comment ces géants, nés de petits œufs et vulnérables aux nombreux dangers de leur époque, parvenaient à atteindre des tailles impressionnantes tout en vivant de nombreuses décennies ou même siècles, révèle une succession d'adaptations biologiques et écologiques étonnantes. Lorsque l'on imagine un nouveau-né sauropode, il est difficile de concevoir qu'il puisse grandir jusqu'à dépasser plusieurs dizaines de tonnes. Pourtant, les premiers stades de vie sont largement documentés par des fossiles d'ossements de bébés sauropodes et même d'œufs fossilisés, qui donnent de précieuses informations sur la taille initiale et le développement progressif de ces animaux. Dès l'éclosion, les bébés sauropodes mesuraient généralement moins d'1 mètre de long. Leur squelette était plus léger et moins robuste que celui des adultes, ce qui leur conférait une certaine agilité nécessaire pour échapper aux prédateurs. Cette phase juvénile était sans doute la plus périlleuse, le risque de prédation étant extrêmement élevé. Pour augmenter leurs chances de survie, certains paléontologues pensent que les jeunes sauropodes pouvaient vivre en groupe protégés par des adultes, bénéficiant ainsi d'une protection collective. La croissance des sauropodes était rapide, et cette vitesse de développement tirait parti d'un métabolisme possiblement plus élevé que celui attendu chez des reptiles modernes géants. Des analyses des lignes de croissance osseuse, similaires aux anneaux d'arbres, ont permis d'estimer que certains sauropodes pouvaient grandir de plusieurs mètres par an durant les premières années, atteignant leur taille adulte en 10 à 20 ans, un laps de temps relativement court à l'échelle évolutive. Ce rythme accéléré de croissance est un facteur clé pour comprendre comment ces animaux réussissaient à traverser la période juvénile vulnérable. En gagnant rapidement en taille, ils diminuaient leur exposition aux prédateurs, devenant des individus difficiles à attaquer ou à abattre. De plus, ce développement intense nécessitait un apport alimentaire considérable, ce qui expliquait l'importance capitale de leur régime herbivore abondant. Au fur et à mesure que le temps passait, la croissance ralentissait, mais elle se poursuivait tout au long de la vie, permettant aux sauropodes d'atteindre des tailles gigantesques. La longévité de ces animaux est en effet un aspect majeur. Certains individus auraient pu vivre plusieurs décennies, voire plus d'1 siècle. Leurs os portaient la trace de cet âge avancé, avec des processus de remodelage osseux témoignant d'une vie longue et active. Un autre élément important dans le développement des sauropodes réside dans les modifications morphologiques progressives liées à leur taille. Au fil de la croissance, certains changements s'opéraient dans la densité osseuse, la longueur relative des membres et même dans la forme du cou et de la tête. Ces transformations étaient adaptées à la gestion d'un poids croissant et à la stabilité générale du corps. L'étude des fossiles de bébés sauropodes, bien que souvent fragmentaires, a également révélé que certains avaient des proportions légèrement différentes des adultes, notamment une tête relativement plus grande et des membres plus fins. Ces différences montrent que le développement chez les sauropodes ne se limitait pas à une simple extension de taille, mais impliquait un remodelage complet de la morphologie pour répondre aux exigences de la vie à grande échelle. Par ailleurs, la reproduction même des sauropodes, avec leurs nombreux œufs pondus dans des nids souvent collectifs, souligne une stratégie basée sur une forte fécondité pour compenser la mortalité infantile élevée.
Cette production en masse d'œufs était accompagnée d'un développement rapide afin d'assurer leur survie à moyen et long terme. Les avancées récentes en médecine, comparée et en biochimie ont également suggéré que le métabolisme des sauropodes était intermédiaire entre celui des reptiles et des mammifères. Cela explique leur capacité à générer une énergie suffisante pour une croissance rapide, tout en gérant les contraintes physiologiques liées à une énorme masse corporelle. En somme, le développement extraordinaire des bébés sauropodes aux titans adultes est une histoire d'adaptation multifacette, combinant biologie, écologie et évolution. Ce parcours remarquable témoigne de la puissance de la nature à créer des êtres capables de défier toutes les limites, d'allier fragilité juvénile et force titanesque, et de prospérer durant des millions d'années dans un monde aussi exigeant. Alors que nous avons exploré la croissance et la longévité de ces géants, notre prochaine étape nous guidera vers un autre aspect tout aussi mystérieux. Les stratégies de reproduction, la vie dans les nids, la protection des œufs et les secrets qui entourent la perpétuation de ces titans. Le voyage au cœur de l'univers des sauropodes continue. La reproduction des sauropodes demeure l'un des chapitres les plus captivants et mystérieux de l'histoire de ces géants disparus. Comment de tels colosses, pesant plusieurs dizaines de tonnes, parvenaient-ils à perpétuer leur espèce? Comment protégeaient-ils leur progéniture face aux nombreux dangers environnants? Pour répondre à ces questions, les paléontologues se sont appuyés sur des découvertes remarquables de fossiles d'œufs, de nids et de juvéniles, qui éclairent progressivement les mystères des stratégies de reproduction de ces animaux préhistoriques. Tout d'abord, il convient de rappeler que, malgré leur taille gigantesque, les sauropodes, comme la majorité des dinosaures, se reproduisaient par ponte d'œufs. De nombreuses découvertes archéologiques à travers le monde ont mis au jour des nids fossilisés sains, d'innombrables œufs, souvent regroupés en colonies, témoignant d'un comportement reproducteur relativement complexe. Ces nids étaient souvent de forme circulaire, peu profonds, et composés de matériaux végétaux mélangés à la terre, offrant un environnement propice à l'incubation. L'une des particularités fascinantes est la taille modeste des œufs par rapport à la taille adulte des sauropodes. Bien qu'ils soient plus grands que les œufs de beaucoup d'autres dinosaures, ils restaient minuscules par rapport à la masse massive de leurs parents. Cela implique que les nouveau-nés sortant des œufs étaient extrêmement petits et vulnérables, d'où l'importance de stratégies de survie adaptées. Les preuves suggèrent que les sauropodes pondaient souvent en colonies, regroupant de nombreux nids dans des zones spécifiques. Cette organisation collective pouvait avoir plusieurs avantages. La protection par la quantité, une surveillance accrue par les adultes présents à proximité, ainsi qu'une homogénéité des conditions d'incubation. Une telle stratégie augmente la probabilité qu'au moins une partie de la progéniture survive aux aléas du milieu, aux prédateurs et aux fluctuations climatiques. Concernant la surveillance des nids et des jeunes sauropodes, le débat est ouvert. Les fossiles ne montrent pas clairement si les parents restaient auprès des nids pour protéger leurs œufs, comme le font certains oiseaux aujourd'hui, ou s'ils adoptaient un comportement plus opportuniste, abandonnant les œufs après leur ponte. Certains indices, notamment la présence répétée de nids dans certaines zones, tendraient à suggérer que des formes de surveillance existaient, du moins dans certaines espèces. L'éclosion marque une étape critique. Les petits sauropodes, bien que fragiles, grandissaient rapidement, tenant compte des défis de la prédation et de la nécessité de s'adapter à la compétition alimentaire. Leur ensemble de capacités physiques et comportementales était vital pour franchir la période juvénile, la phase la plus dangereuse de leur vie. Certaines théories avancent que les jeunes vivaient en groupe sous la protection des adultes, un système qui aurait augmenté leur taux de survie.
Un autre aspect essentiel est la fréquence et la durée de la reproduction. Les sauropodes, du fait de leur taille et de leur mode de vie, pouvaient pondre plusieurs fois par an, déposant potentiellement des centaines d'œufs au total, tout au long de leur vie. Cette forte fécondité était nécessaire pour compenser une mortalité juvénile élevée et garantir la perpétuation de l'espèce. Enfin, le développement embryonnaire des sauropodes révèle des informations sur l'évolution des stratégies reproductives. L'étude des embryons fossiles montre des traits morphologiques distincts, permettant de mieux comprendre les stades de croissance précoce, ainsi que la façon dont certains caractères physiques s'installaient pour permettre aux naufragés du temps de devenir les titans que nous connaissons. En résumé, les mystères de la reproduction des sauropodes mêlent découvertes fossiles, hypothèses scientifiques et déductions rigoureuses. Quand bien même certains aspects restent encore obscurs, chaque nouvelle trouvaille enrichit notre compréhension de ces créatures extraordinaires. Par cette reproduction aux défis prodigieux, les sauropodes ont su traverser les âges, laissant des empreintes indélébiles dans le registre de la vie terrestre. Alors que nous partageons cet éclairage sur la genèse d'une nouvelle génération de géants, notre voyage nous conduira prochainement à explorer leur mode de défense et la manière dont ces colosses affrontaient les menaces inévitables dans un monde souvent hostile. Dans le vaste théâtre du Jurassique et du Crétacé, où régnaient des créatures plus grandes les unes que les autres, le règne silencieux mais puissant des sauropodes ne signifiait pas pour autant qu'ils étaient à l'abri des dangers. Au contraire, dans cet environnement où de redoutables prédateurs, tels que les théropodes, rôdaient constamment, les sauropodes durent développer des stratégies de défense élaborées pour survivre. Comment ces colosses, malgré leur imposante taille et leur apparente lenteur, faisaient-ils face aux menaces? C'est ce mystère que nous allons découvrir. La première ligne de défense des sauropodes était naturellement leur taille exceptionnelle. Pour un prédateur, s'attaquer à une créature de plusieurs tonnes représentait un défi considérable. La simple stature de ces animaux pouvait dissuader beaucoup de carnivores. En outre, la masse imposante d'un sauropode adulte rendait les blessures, les chutes ou les combats extrêmement dangereux pour un prédateur qui devait s'exposer à des risques importants pour tenter une attaque. Cependant, la taille seule ne suffisait pas. Plusieurs espèces de sauropodes développèrent des caractéristiques morphologiques spécifiques pour se protéger. Prenons par exemple les longues queues de certains diplodocidés. Cette queue, souvent fine et atteignant des longueurs démesurées, pouvait être utilisée comme un véritable fouet. Des études paléontologiques suggèrent qu'elle était capable de produire des claquements sonores puissants qui pouvaient effrayer, voire blesser, des prédateurs. Cette capacité de défense passive, mais efficace, était un atout majeur dans leur armement naturel. Par ailleurs, la structure osseuse robuste et épaisse de certaines parties du corps des sauropodes, notamment du cou et du tronc, servait de bouclier naturel. Le cou, bien que flexible, était aussi renforcé par des vertèbres massives et des ligaments puissants, permettant non seulement la mobilité, mais également la résistance face à des coups éventuels. Le comportement social jouait également un rôle important dans leur stratégie de défense. Des fossiles retrouvés en groupe suggèrent que les sauropodes pouvaient vivre et se déplacer en troupeau. Ce mode de vie collectif avait plusieurs avantages. En groupe, ils pouvaient mieux détecter l'arrivée d'un prédateur et utiliser leur nombre pour se protéger mutuellement. Les individus adultes formaient alors une barrière protectrice autour des plus jeunes, plus vulnérables. Ce comportement social renforçait également la dissuasion, la masse collective et les mouvements coordonnés, rendant plus difficile pour un prédateur d'isoler une proie. Leur déplacement en troupeau pouvait aussi faciliter des migrations, permettant d'éviter les zones à forte prédation
ou les périodes critiques. Cela présentait un équilibre entre survie et exploitation alimentaire optimale. Face à une attaque, les sauropodes pouvaient utiliser leur poids et leur force physique pour lutter. Certains théropodes, bien que puissants et agiles, étaient souvent moins massifs que leurs proies potentiellement titanesques. Une ruade, une frappe de queue, ou même un simple pas lourd, pouvait suffire à dissuader voire blesser sérieusement un prédateur. Enfin, la stratégie de survie chez les sauropodes n'était pas uniquement physique. Leur comportement prudent, leur vigilance accrue grâce à leur hauteur et leur relais sensoriel au sein des troupeaux leur permettaient d'éviter la plupart des surprises. Leur champ de vision élevé grâce à leur long cou leur conférait un avantage stratégique, détectant à distance l'apparition d'un danger. En conclusion, les sauropodes illustraient parfaitement l'adage selon lequel la défense repose autant sur la puissance que sur la stratégie. Par une combinaison subtile de taille impressionnante, adaptation morphologique spécifique, vie sociale organisée et comportement prudent, ces géants purent préserver pendant des millions d'années leur règne dans un monde peuplé de redoutables prédateurs. Après avoir exploré les mécanismes de défense des titans, notre voyage se poursuivra avec un éclairage sur leur vie sociale et leur mode de communication, révélant un aspect tout aussi captivant de leur existence. Comment ces géants géraient leurs relations entre eux au quotidien. Les sauropodes, ces géants au long cou emblématiques, ne vivaient pas en solitaire titanesque, mais étaient très probablement des créatures sociales. Leur organisation en troupeaux et la richesse de leurs interactions sociales constituent aujourd'hui un sujet d'étude passionnant qui nous permet d'imaginer un peu plus la vie quotidienne de ces colossaux animaux dans les vastes écosystèmes du Jurassique et du Crétacé. L'existence de troupeaux chez les sauropodes ne fait plus débat parmi les paléontologues. De nombreuses pistes fossiles montrent des traces d'empreintes, parfois regroupées en groupes consistants, témoignant d'une vie collective. Ces rassemblements avaient plusieurs fonctions vitales, autant pour la survie individuelle que pour la pérennité de l'espèce. La sécurité, par exemple, était un élément clé. Une meute ou un troupeau permettait une meilleure détection des dangers et une protection collective face aux prédateurs, les jeunes étant placés au centre entre les adultes pour bénéficier d'une barrière protectrice. Du point de vue social, la vie en troupeau induisait également une organisation complexe. Les sauropodes, bien que très grands, auraient entretenu des interactions variées, allant de la coopération aux rivalités. Des comportements sociaux plus subtils, comme les rituels d'accouplement, la hiérarchie au sein du groupe et la communication non verbale, via des postures ou des sons, faisaient probablement partie de leur vie quotidienne. Les modes de communication entre sauropodes restent encore partiellement énigmatiques, mais plusieurs hypothèses sont avancées. L'émission de sons graves, similaires aux infrasons, pourrait avoir permis aux sauropodes de communiquer sur de longues distances, dans un environnement souvent bruyant et dense. Ces sons, indicateurs d'avertissement ou de rapprochement, joueraient un rôle crucial dans l'organisation spatiale des troupeaux et la coordination des mouvements collectifs. Par ailleurs, certains paléontologues suggèrent que les mouvements du corps, notamment les balancements de queue, les postures du cou et la position des membres, pouvaient constituer un langage corporel. Ces signaux visuels, combinés au son, auraient renforcé la cohésion sociale, permettant par exemple de prévenir un danger imminent ou d'affirmer une dominance. On peut également envisager que les interactions sociales jouaient un rôle dans la reproduction et la survie des jeunes. La coexistence en groupe facilitait non seulement la protection des petits, mais aussi leur apprentissage par imitation et échange social. Les nids découverts regroupés dans certains gisements indiquent un comportement reproducteur collectif, renforçant cette idée d'une vie
en communauté organisée. De plus, la dynamique collective pouvait s'étendre aux déplacements à longue distance. Les migrations présumées des sauropodes, parfois sur des centaines de kilomètres, nécessitaient une coordination précise entre les individus, favorisant la recherche de ressources et la survie en période de pénurie. Il importe aussi de souligner que cette vie sociale complexe et organisée témoigne d'un système cognitif adapté. Même si les cerveaux des sauropodes n'étaient pas proportionnellement très grands, ils présentaient une structure et une organisation cérébrale suffisantes pour gérer ces interactions et comportements collectifs. Enfin, l'existence de troupeaux influençait également la structuration des écosystèmes anciens. Les mouvements en nombre de ces herbivores massifs contribuaient à façonner la végétation, la dispersion des graines et le paysage global. Leur dynamique sociale s'inscrivait donc dans un réseau écologique interconnecté, faisant d'eux des acteurs majeurs et influents. Ainsi, la communication et la vie sociale des sauropodes offrent un aperçu fascinant d'un monde préhistorique où le gigantisme s'accompagnait d'une organisation sociale sophistiquée, visant à maîtriser un environnement parfois hostile. Ces aspects ouvrent une nouvelle fenêtre pour approfondir notre compréhension de ces géants et de leur univers. Dans notre prochaine étape, nous explorerons les records impressionnants des sauropodes, qui étaient les plus longs, les plus lourds, et les raisons biologiques derrière ces extrêmes extraordinaires. Parmi les merveilles du règne des dinosaures, les sauropodes détiennent des records impressionnants en matière de taille et de masse. Certains d'entre eux figurent parmi les plus grands animaux ayant jamais foulé la Terre, défiant notre compréhension des limites biologiques et physiques. Mais qui étaient ces géants parmi les géants, les sauropodes les plus longs, les plus lourds, et quelles sont les raisons derrière ces extrêmes extraordinaires? Plongeons ensemble au cœur de ces records fascinants. Commençons par le record de la longueur. Le spécimen généralement reconnu comme le plus long est Argentinosaurus, découvert en Patagonie, en Amérique du Sud. Ce titan pouvait atteindre, selon les meilleures estimations, près de 35 à 40 mètres de long, soit l'équivalent de 4 autobus alignés. Il était doté d'un cou et d'une queue prodigieux, qui représentaient une part importante de cette mesure imposante. Cette longueur extrême lui permettait non seulement d'accéder à une grande variété de végétation en hauteur, mais aussi d'avoir un avantage en termes de portée et d'observation de son environnement. Vient ensuite le Diplodocus, qui pouvait atteindre une longueur similaire, autour de 27 à 30 mètres, mais avec un corps plus élancé. Sa queue, extrêmement longue et effilée, parfois comparée à un fouet, contribuait largement à cette longueur totale. Son cou, bien que long, était tenu davantage en position horizontale, ce qui influençait sa manière d'explorer son environnement et d'accéder à la nourriture. Le Brachiosaurus, autre acteur mythique, se distingue non par sa longueur totale, mais par sa stature élevée. Ses membres antérieurs très longs et son cou porté vers le haut lui ont permis d'atteindre des hauteurs impressionnantes, jusqu'à près de 12 mètres. En longueur, il atteignait d'environ 25 mètres, mais sa silhouette élevée et imposante lui conférait un aspect vraiment majestueux. En matière de masse, le record est également l'apanage d'Argentinosaurus et d'autres sauropodes géants comme Patagotitan, qui, selon les estimations, pouvaient peser entre 50 et 70 tonnes, soit l'équivalent de 7 à 10 éléphants modernes adultes. Cette masse colossale nécessitait des adaptations physiologiques extrêmes, notamment pour la circulation sanguine et le soutien squelettique. Pourquoi ces records? Plusieurs facteurs évolutifs expliquent cette course vertigineuse au gigantisme. Premièrement, la taille extrême offrait une défense passive efficace contre les prédateurs. Un prédateur, même puissant, hésiterait avant de s'attaquer à un animal aussi massif et intimidant. Deuxièmement,
La longueur du cou permettait d'accéder à une plus grande diversité et quantité de nourriture, sans avoir à déplacer le corps souvent, une économie d'énergie précieuse pour ces herbivores. Cette capacité d'alimentation verticale leur permettait également d'exploiter une niche écologique peu concurrencée. Troisièmement, la gigantisme pouvait être un avantage dans la thermorégulation. En possédant un grand volume corporel, ces animaux pouvaient maintenir plus efficacement leur température interne, ce qui est un élément clé pour la survie dans divers climats. Enfin, la croissance rapide facilitée par un métabolisme potentiellement rapproché de celui des oiseaux modernes leur permettait d'atteindre ces dimensions impressionnantes dans un temps relativement court, réduisant ainsi leur vulnérabilité juvénile. Cependant, ce gigantisme comportait aussi des défis importants, notamment en termes de locomotion, d'approvisionnement alimentaire et de reproduction. Le squelette devait être à la fois robuste et léger grâce à des adaptations comme des os creux et des pneumatopores, tandis que l'alimentation nécessitait une ingestion quotidienne colossale. La reproduction exigeait de pondre de nombreux œufs afin d'assurer la survie de la progéniture dans un monde impitoyable. En somme, les sauropodes les plus grands, qu'ils soient les géants patagoniens ou les majestueux dinosaures américains, incarnent la réussite d'une stratégie évolutive unique, l'atteinte d'une taille extrême pour dominer leur environnement, s'épanouir malgré les obstacles et assurer leur règne millénaire. Alors que nous venons de déchiffrer les records extraordinaires de ces titans, nous allons désormais nous intéresser à un autre phénomène fascinant. Comment ces créatures gigantesques ont dû s'adapter aux bouleversements géologiques majeurs qui ont remodelé la surface de notre planète, en suivant la dérive des continents. L'histoire des sauropodes s'inscrit profondément dans le contexte dynamique et mouvant de la Terre elle-même. En effet, durant le Jurassique et le Crétacé, ces périodes charnières où les sauropodes ont prospéré, notre planète vivait une transformation géologique majeure, la dérive des plaques tectoniques. Ce phénomène, responsable de la fragmentation progressive du supercontinent Pangée en continents séparés, a eu un impact considérable sur l'évolution et l'adaptation des sauropodes à travers le temps et l'espace. Au début du Jurassique, la Pangée commençait à se scinder lentement en deux grandes masses, l'Eurasia au nord et Gondwana au sud. Cette séparation modifia le climat, les environnements et les habitats à une échelle mondiale. Des mers intérieures apparaissaient, des chaînes de montagnes surgissaient, des bassins alluviaux se créaient, et les écosystèmes devenaient de plus en plus diversifiés et isolés selon les régions. Face à ces bouleversements, les sauropodes durent s'adapter pour survivre et prospérer. Leur extraordinaire capacité à habiter différents milieux, des plaines humides aux régions plus sèches, témoigne d'une plasticité écologique remarquable. La fragmentation des terres engendra une distribution géographique désormais distincte des espèces de sauropodes, certaines étant endémiques à des continents spécifiques. Par exemple, les sauropodes comme le Brachiosaurus prospéraient en Amérique du Nord et en Afrique, tandis que d'autres, tels que les Argentinosaurus et Patagotitanes, se développaient en Amérique du Sud. Cette séparation géographique a favorisé des évolutions divergentes, permettant aux différentes lignées de s'adapter aux conditions locales spécifiques, qu'il s'agisse de ressources alimentaires, de prédateurs ou de conditions climatiques. La dérive des plaques tectoniques a également influencé les migrations et les dispersions des populations de sauropodes. L'isolement progressif des masses terrestres obligea certains groupes à emprunter des corridors étroits ou à s'isoler dans des poches géographiques. Ces barrières naturelles ont donc participé à une diversification évolutive accrue, favorisant l'émergence de nouvelles espèces adaptées aux particularités de leurs habitats. Du point de vue physiologique,
les sauropodes ont montré une étonnante capacité à s'adapter aux différents climats créés par la dérive tectonique. Des variations en température, en humidité et en altitude. Ces adaptations se reflètent notamment dans la diversité de leur taille, de leur morphologie et de leurs stratégies alimentaires, où certains sauropodes ont préféré exploiter des niches particulières afin d'éviter la compétition directe. En outre, les changements dans l'environnement géologique ont aussi impacté la réseau alimentaire. L'émergence des premières plantes à fleurs durant le Crétacé, favorisée par ces modifications climatiques et écologiques, a offert de nouvelles sources de nourriture. Les sauropodes, grâce à leur physique adaptable et leur long cou, ont pu intégrer ces nouvelles ressources dans leur régime alimentaire, favorisant ainsi leur succès évolutif. La dynamique tectonique a enfin modifié le relief et la géographie, créant aussi bien des barrières que des passages naturels. Ces contre-courants géologiques, combinés au changement climatique, ont joué un rôle dans la distribution spatiale des populations, influant sur leur génétique et notamment sur les pressions sélectives qui façonnaient leur évolution. Ainsi, loin de rester figés, les sauropodes furent de véritables maîtres de l'adaptation. Leur long règne sur Terre est indissociable de leur capacité à suivre et à s'accommoder des transformations géologiques majeures qui redessinaient alors la face du monde. De simples géants, ils devinrent des explorateurs, des colonisateurs des terres en mouvement. En contemplant ces transformations et adaptations, nous sommes invités à saisir combien la vie, même prodigieuse et imposante, est intrinsèquement liée au rythme céleste et terrestre de notre planète. Le prochain chapitre nous plongera dans les avancées technologiques qui, grâce à des outils modernes, nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre ces liens complexes et d'approfondir notre connaissance du monde disparu des sauropodes. L'évolution rapide des technologies modernes a révolutionné la manière dont nous étudions les sauropodes, ces géants disparus qui autrefois arpentèrent la Terre. Grâce à des outils innovants tels que l'imagerie médicale avancée, la modélisation 3D et les techniques d'analyse computationnelle, les chercheurs ont pu transcender les limites traditionnelles de la paléontologie et pénétrer au cœur de secrets autrefois inaccessibles. L'imagerie médicale, comme la tomodensitométrie, scanner, a permis aux paléontologues d'examiner les fossiles en 3 dimensions sans avoir à les endommager. En scannant des ossements fossiles, il est possible d'observer leur structure interne, révélant la densité osseuse, les cavités pneumatiques et même les microstructures inclus, lesquelles témoignent de la croissance ou d'éventuelles pathologies. Ce niveau de détail offre une compréhension approfondie de la physiologie des sauropodes, notamment sur la légèreté relative de leur squelette, malgré leur taille énorme, grâce notamment à ces espaces pneumatiques similaires à ceux que l'on observe chez les oiseaux. La modélisation 3D, quant à elle, est devenue un outil essentiel pour reconstruire virtuellement ces gigantesques reptiles dans leurs proportions exactes et en volume. Grâce à des scans haute résolution et à des logiciels spécialisés, les scientifiques peuvent reconstituer des squelettes complets, tester différentes postures, simuler leurs mouvements ou encore estimer leur masse corporelle. Ces modèles permettent aussi d'explorer les contraintes mécaniques sur les os et les articulations, offrant des indices sur leur locomotion, leur mode d'alimentation ou encore leur capacité à supporter un coup aussi long. Par exemple, des modélisations ont montré comment certaines vertèbres cervicales s'emboîtaient pour offrir une flexibilité et une solidité à la fois, tout en allégeant le poids porté. Elles permettent également de tester les hypothèses sur l'envergure des mouvements du cou ou l'amplitude des pas, élément crucial pour comprendre comment ces animaux se déplaçaient malgré leur gigantisme. Au-delà des os, les techniques d'imagerie avancée ont été utilisées pour étudier des fossiles exceptionnellement bien conservés, parfois contenant des traces de tissus mous
ou des empreintes cutanées, offrant des aperçus inédits sur la peau, les muscles ou même la circulation sanguine. Les analyses isotopiques et géochimiques, complétées par ces technologies, aident aussi à reconstituer l'environnement dans lequel vivaient les sauropodes. Elles permettent d'étudier les conditions climatiques, les ressources alimentaires et même la migration éventuelle des populations en fonction des signatures chimiques qu'ils laissent dans leurs os ou dents. La réalité virtuelle et augmentée émergent aussi aujourd'hui dans la paléontologie, offrant aux chercheurs et au public la possibilité de visualiser et d'interagir avec des représentations virtuelles, grandeur nature, de ces créatures disparues. Cela ouvre de nouvelles perspectives pédagogiques et scientifiques, en rendant leur monde autrefois lointain, plus accessibles et palpables. Enfin, l'intelligence artificielle et le machine learning sont de plus en plus utilisés pour analyser les vastes ensembles de données paléontologiques, détecter des schémas d'évolution, reconstruire des phylogénies ou prévoir des comportements biologiques basés sur des critères morphologiques. Cette synergie entre technologie et sciences classiques élargit considérablement le champ de nos connaissances, ressuscitant non seulement l'apparence, mais aussi la vie souvent mystérieuse des sauropodes. En permettant une compréhension tridimensionnelle, dynamique et intégrée, ces innovations participent activement à révéler l'histoire des plus grands colosses que notre planète ait connus. Alors que nous terminons cette plongée dans les outils modernes qui éclairent notre vision des sauropodes, nous allons aborder plus en détail les traces fossiles telles que les empreintes et coprolites, véritables indices palpables des comportements et de la vie quotidienne de ces géants. Ces témoignages sont le prolongement naturel de nos avancées technologiques et continuent de nourrir notre soif de compréhension. Plonger dans l'univers des sauropodes, c'est aussi s'intéresser aux traces tangibles qu'ils ont laissées derrière eux. Les empreintes fossiles, les coprolites et bien d'autres indices qui nous offrent un témoignage direct et fascinant de leur vie quotidienne, de leurs déplacements, de leurs habitudes alimentaires et même de leurs interactions sociales. Ces vestiges fossilisés ouvrent une fenêtre unique sur un monde disparu, allant au-delà des simples ossements, pour nous révéler des détails captivants sur leur comportement. Commençons par les empreintes fossiles, ou pistes, qui sont parmi les témoignages les plus précieux de la présence des sauropodes sur les terres de la préhistoire. Découvertes dans de nombreux sites à travers le monde, ces empreintes révèlent non seulement la taille gigantesque des animaux, mais aussi leur posture, leur façon de se déplacer, et même la composition des troupeaux. Certaines pistes fossilées, alignées sur des centaines de mètres, attestent que ces géants se déplaçaient souvent en groupes organisés, parcourant de vastes distances à la recherche de nourriture ou lors de migrations saisonnières. L'analyse des empreintes a permis de certifier que les sauropodes marchaient sur la plante entière du pied. On dit qu'ils étaient plantigrades, répartissant leurs poids extraordinaires sur une large surface. La forme de leurs empreintes montre des membres robustes et parfois la trace des griffes antérieures, illustrant leur adaptation à supporter un poids immense sans s'enfoncer dans des sols meubles. L'étude des pas, de la distance entre les empreintes, donne des indications sur leur vitesse de déplacement, généralement lente mais régulière, conforme à ce que suggèrent les reconstructions anatomiques. Par ailleurs, les coprolites, ces excréments fossiles, sont de précieux indices pour comprendre le régime alimentaire des sauropodes. Leur taille varie de quelques centimètres jusqu'à plus de 30 centimètres, en fonction de l'espèce et de l'âge. L'analyse chimique et microscopique de ces fossiles a révélé la présence de fragments végétaux non digérés, notamment des fibres de bois, des spores et pollen, fournissant un aperçu direct de leur alimentation. Ces études reflètent la capacité du système digestif des sauropodes à traiter d'énormes quantités de végétaux, souvent coriaces, et à extraire les nutriments nécessaires à leur croissance.
Au-delà des simples restes physiques, certains indices témoignent de comportements complexes. Par exemple, des alignements particuliers d'empreintes associés à des variations de taille suggèrent une organisation sociale et une protection des individus jeunes au sein des groupes. D'autres traces indiquent que les sauropodes pouvaient adapter leur démarche en fonction des terrains qu'ils traversaient, montrant une capacité à composer avec leur environnement et, par extension, un niveau de conscience corporelle développé. L'étude des fossiles de peau et des impressions cutanées, bien que plus rares, nous informe également sur leur apparence et leurs adaptations physiques. Ces empreintes confirment que certaines espèces possédaient une peau écailleuse, parfois avec des motifs pouvant avoir un rôle de camouflage ou de régulation thermique. Enfin, les traces fossiles comprennent aussi des indices précieux sur la reproduction, tels que les nids et les zones de ponte regroupées, qui indiquent un comportement de nidification collectif. Les observations d'œufs fossilisés à proximité, les uns des autres, soulignent une stratégie reproductrice axée sur la colonisation d'aires spécifiques et peut-être sur la protection mutuelle des générations futures. La combinaison de tous ces éléments, empreintes, coprolites, impressions cutanées, nids, forme un précieux puzzle qui nous transporte dans la vie quotidienne des sauropodes, leurs déplacements, leur alimentation, leur reproduction et leurs interactions entre eux et avec leur environnement. Ces traces fossiles sont en quelque sorte les pages vivantes de leur histoire, inscrites dans la roche, témoignant d'une époque lointaine, mais toujours accessible à la science moderne. Alors que cette exploration des vestiges du passé s'achève, notre voyage se dirigera vers un chapitre incontournable, la disparition mystérieuse des sauropodes, les extinctions massives qui ont bouleversé leur règne, et les hypothèses scientifiques qui tentent d'élucider ce grand mystère du vivant. La disparition des sauropodes représente l'un des mystères les plus profonds de la paléontologie moderne, un événement qui a marqué la fin d'une ère titanesque et bouleversé l'équilibre des écosystèmes terrestres. Cette extinction massive, qui s'est produite il y a environ 66 millions d'années à la fin du Crétacé, coïncide avec l'extinction Crétacé-Paléogène, événement cataclysmique ayant mis un terme à la majorité des dinosaures. Mais pourquoi et comment les sauropodes, ces géants si prospères, durant des dizaines de millions d'années, ont-ils disparu? Plusieurs hypothèses scientifiques sont aujourd'hui avancées pour expliquer cette extinction spectaculaire. La théorie la plus acceptée est celle liée à la chute d'un astéroïde d'une taille gigantesque près de la péninsule du Yucatan, au Mexique, provoquant un impact dont les conséquences furent dévastatrices à l'échelle mondiale. Cette collision généra un nuage de poussières et de débris obscurcissant le soleil, réduisant la photosynthèse et provoquant un effondrement de la production végétale. Pour les sauropodes herbivores, dont le régime alimentaire reposait en grande partie sur une nourriture abondante et spécifique, ce bouleversement entraîna une catastrophe écologique majeure. En parallèle, des preuves géologiques et paléontologiques attestent d'intenses activités volcaniques, notamment les éruptions des trappes du Deccan en Inde. Ces éruptions massives et prolongées libérèrent une quantité colossale de gaz à effet de serre, modifiant le climat de manière brutale, avec des épisodes d'acidification des océans, des changements de température rapides et des altérations des cycles biogéochimiques. Ces facteurs, conjugués à l'impact météoritique, participèrent à une dégradation progressive, mais irréversible, des habitats naturels des sauropodes. D'autre part, les sauropodes, en raison de leur physiologie unique et de leur gigantisme, pouvaient présenter une vulnérabilité spécifique face à ces changements. Leur métabolisme, leurs besoins en nourriture et en espace étaient colossaux, ce qui rendait difficile leur adaptation rapide
à un environnement en crise. De plus, leur mode de reproduction à œufs et la forte dépendance des juvéniles à des conditions stables pouvaient contenir en germe l'effondrement des populations. Quelques théories alternatives suggèrent aussi que des changements de niveau marin, des modifications dans les cycles climatiques de longue durée, ou encore des compétitions avec d'autres espèces émergentes pourraient avoir accentué leur déclin progressif avant la catastrophe finale. Aujourd'hui, la paléontologie continue de fouiller ces pistes, en prenant en compte les données archéologiques, géologiques, paléoécologiques et les modèles informatiques. La combinaison de ces approches multidisciplinaires amène à une vision plus nuancée de cette disparition, où plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer l'extinction massive des sauropodes. Finalement, les sauropodes, après un règne impressionnant qui a duré plus de 100 millions d'années, cédèrent le pas face aux bouleversements extrêmes de la fin du Crétacé, laissant toutefois un héritage à la fois scientifique et culturel qui perdure jusqu'à aujourd'hui. À présent, alors que nous avons compris les mécanismes complexes derrière cette disparition, nous aborderons le rôle crucial que les sauropodes ont joué dans la culture populaire et la paléontologie moderne. Une influence qui les maintient vivants dans nos esprits et nos emblèmes scientifiques. Les sauropodes, ces géants emblématiques du passé lointain, ont laissé un héritage qui dépasse largement les frontières de la science pour s'immiscer profondément dans la culture populaire et la conscience collective. Leur impact traverse les époques, inspirant artistes, écrivains, cinéastes et bien sûr scientifiques, façonnant une image puissante qui continue de fasciner et d'émerveiller le public autour du globe. Dès le XIXe siècle, avec les premières découvertes de leurs ossements impressionnants, les sauropodes ont suscité une curiosité intense. Ces premières révélations ont alimenté l'imaginaire populaire sur les monstres préhistoriques, donnant naissance à des illustrations grandioses et souvent fantasmagoriques dans les publications scientifiques et les livres destinés au grand public. Ces représentations ont jeté les bases d'une fascination durable pour ces reptiles gigantesques et pacifiques, souvent vus comme des symboles de force tranquille et de majesté. Le cinéma a largement contribué à cimenter cette image mythique. Du classique King Kong aux sagas modernes comme Jurassic Park, les sauropodes apparaissent fréquemment dans des rôles à la fois impressionnants et fascinants. La scène emblématique du Brachiosaurus broutant au sommet des arbres dans Jurassic Park a notamment marqué les esprits, synthétisant avec émotion et réalisme la grandeur et la douceur supposées de ces géants. Par ailleurs, les sauropodes inspirent également la littérature jeunesse, les documentaires, les jeux vidéo et les expositions muséales qui mêlent rigueur scientifique et émerveillement. Ils sont un vecteur efficace pour sensibiliser les nouvelles générations à la paléontologie, à l'histoire naturelle et à la fragilité des écosystèmes. Sur le plan scientifique, l'héritage des sauropodes est essentiel. Leur étude poursuit son évolution grâce aux avancées technologiques, permettant une compréhension sans précédent de leur anatomie, de leur biologie et de leur écologie. Leur fossile est devenu une véritable clé pour appréhender les interactions complexes entre organismes et environnement dans les temps anciens. Leur gigantisme, qui défiait les limites biologiques, continue de poser des questions fondamentales en biophysique et en physiologie, stimulant la recherche interdisciplinaire entre biologie, ingénierie et modélisation informatique. Enfin, la paléontologie des sauropodes est aussi une aventure humaine. Les expéditions, les fouilles parfois audacieuses et les collaborations internationales qui ont permis de rassembler leurs vestiges témoignent d'un engagement passionné. Ces initiatives contribuent à la formation de nouvelles générations de chercheurs et à l'enrichissement de la connaissance globale de notre planète. En résumé, l'héritage des sauropodes est multiple.
Ils continuent à nourrir notre culture populaire par leur puissance évocatrice, tout en étant au cœur d'études scientifiques qui explorent les profondeurs du passé et les mécanismes de la vie. Leur histoire est un pont fascinant entre science, art et imagination. Alors que nous concluons ce voyage à travers l'histoire et l'univers des sauropodes, il nous reste à revisiter cet univers titanesque, non seulement à travers leurs ossements fossilisés, mais aussi par le regard passionné des paléontologues d'aujourd'hui, gardiens et révélateurs de ce patrimoine extraordinaire. Aujourd'hui, à travers l'objectif combiné de la technologie moderne et de l'expertise scientifique, les paléontologues plongent dans un univers titanesque, autrefois figé dans le temps. Revisiter l'univers des sauropodes, ces géants du Jurassique et du Crétacé, ne se limite plus à l'étude laborieuse des ossements dispersés dans les strates rocheuses. C'est une réinvention dynamique, passionnante, où chaque découverte, chaque avancée technologique creuse un peu plus le mystère tout en le dévoilant. C'est un voyage dans l'espace et le temps, orchestré par des experts qui, par leur regard innovant, nous permettent de redécouvrir ces colosses d'une manière encore jamais vue. Les méthodes contemporaines se basent d'abord sur une analyse rigoureuse des fossiles. Grâce à des scanners à haute résolution, à l'imagerie 3D et aux techniques de modélisation numérique, les chercheurs reconstruisent virtuellement la morphologie complète des sauropodes. Ces modèles virtuels ne se limitent pas à figurer leur forme. Ils simulent leur posture, leur locomotion, voire leur respiration et leur rythme biologique. Ces approches permettent aussi de tester diverses hypothèses sur la mécanique osseuse, sur la croissance et sur l'adaptation à leur environnement. Ainsi, les paléontologues voient littéralement leur théorie prendre vie sous leurs yeux, donnant un sens plus profond à chaque fragment osseux. Par ailleurs, l'intégration des données environnementales, climatiques et géologiques modernes permet de contextualiser la vie des sauropodes. Cela façonne une image plus complète, non seulement de leur anatomie, mais aussi de leur mode de vie et des écosystèmes dans lesquels ils évoluaient. Comprendre les interactions complexes entre ces êtres imposants et leur milieu est aujourd'hui à la portée de la science. Mais au-delà des outils et des méthodes, c'est la passion et la curiosité des paléontologues qui animent cette quête. Leur travail sur le terrain, parfois dans des conditions rudes et isolées, combiné aux efforts en laboratoire et en modélisation, trace une continuité humaine et scientifique. C'est un dialogue vivant entre passé et présent, où chaque fossile est une page du récit titanesque à raconter. Les paléontologues d'aujourd'hui sont donc à la fois archéologues, scientifiques, technologues et conteurs, nous offrant un regard renouvelé sur ces créatures qui ont marqué la Terre de leur empreinte. Ils nous rappellent que, malgré les millions d'années qui les séparent de nous, les sauropodes continuent de nous émerveiller et d'alimenter notre soif de comprendre le monde qui nous entoure. Ainsi, revisiter l'univers des sauropodes à travers les yeux des paléontologues d'aujourd'hui, c'est prolonger un voyage extraordinaire, celui d'une ère titanesque, en renouant avec la grandeur et la complexité d'êtres qui firent de la Terre leur royaume, avant de disparaître, mais pas d'oublier.